Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo afin d'aborder les enjeux en lien avec le projet de loi 15, projet de loi visant à rendre le système de santé et des services sociaux plus efficace. Cette présentation est faite par la CROCAT, la Concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec le RFAT, Regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi que le RAFAT, Regroupement d'associations de personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour ce cinquième bloc, nous aborderons les autres impacts sur les travailleurs et travailleuses ainsi que sur les citoyens et citoyennes en lien avec le projet de loi 15, ainsi qu'une conclusion. Il y a d'autres impacts qui peuvent être faits par ce projet de loi-là sur les travailleurs, travailleuses, sur les citoyens, citoyennes. Premièrement, ça a été dit tantôt, on se remet tout juste d'une réforme, la réforme Barrette, qui a été faite en 2015. Puis, cette réforme-là, elle ressemblait beaucoup à ce qu'on devrait vivre présentement. Comme ressemblance, la réforme Barrette voulait améliorer la qualité et la sécurité des soins, accroître l'efficience, l'efficacité du réseau grâce à une centralisation. Il réorganisait la structure décisionnelle d'une façon verticale et centralisée. Il y a eu l'abolition des agences régionales. Il y a eu vraiment aussi une courte période pour consulter. C'était encore là le rendement plutôt que la qualité, le curatif plutôt que le préventif. La parole citoyenne était mise de côté. J'ai vraiment l'impression que c'est un copier-coller de ce qui est fait présentement. Changement dans le système de distribution des subventions aux organismes communautaires. Puis, la répartition des subventions était axée sur la productivité. Faut pas oublier que toute réforme, ça demande un temps d'adaptation pour tout le monde, en fait. Tu sais, oui, les employés, les gestionnaires, les cliniciens, cliniciennes, bon, tout ça, mais tu sais, tout changement, il faut s'adapter, c'est bien normal. Mais pendant que ces personnes-là sont occupées à s'adapter, à faire les changements, bon, tout ça, malheureusement, c'est la qualité des soins qui est laissée pour compte pendant ce temps-là, pour faire changement. Donc, le conseil des sages-femmes pourrait être fusionné avec celui des médecins, les dentistes et les pharmaciens. Le poste de responsable des services de sage-femme, il serait aboli. Puis à la place de ça, il mettrait un poste de directrice de département clinique. Ça pourrait avoir comme conséquence de renforcer la vision médicalisée de l'accouchement. On le sait déjà, à peu près tout ce qui est soins de santé aux femmes, c'est extrêmement médicalisé, alors que, en fait, tout ça, c'est la normalité, là, tu sais, qu'on soit ménopausé, bon, tout ça, tout est médicalisé, alors qu'on parle d'un accouchement, c'est la base de la vie, là, tu sais. Ça pourrait aussi détériorer la collaboration interprofessionnelle. Sans compter que les médecins spécialistes, ils seraient mis en position d'autorité sur les sages-femmes. Ce projet de loi-là, il affecte l'autonomie des sages-femmes, puis je l'ai dit tantôt, des centres de santé des femmes, mais ça, heureusement, là, pour les centres de santé, ça devrait être correct avec ce que je disais tantôt. Puis ça met aussi en péril les conditions d'intervention puis de gestion qui, normalement, pourraient répondre aux besoins des femmes puis de s'assurer qu'ils ont droit à la santé. Le fait de ramener un débat à la direction médicale, ça pourrait mettre en péril leur fonctionnement. Puis, je pense que ça l'a été dit au tout début, il y a eu beaucoup de regroupements professionnels qui ont été exclus des débats, dont, entre autres, justement, le Conseil des sages-femmes. Moi, ça me fait vraiment peur. Le respect de la vie privée. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est adopter un dossier de santé qui va être accessible à l'ensemble des intervenants de santé. Puis même sous certaines conditions, aux chercheurs et chercheuses, sans l'autorisation de la personne qui est titulaire du dossier. Par exemple, un groupe de chercheurs veulent faire une recherche sur le cancer du sein. C'est très louable,
mais c'est important d'aller demander la permission de chaque personne. Alors que là, ce qu'ils pourraient faire, c'est eux autres regarder dans tous les dossiers, puis voir, OK, bon, ben, telle femme, telle femme, telle femme, ils ont cancer du sein ou il y en a dans leur famille, fait qu'eux autres, ils s'arrangent avec tout ça. C'est tout de même assez épeurant tant qu'à moi. Donc, le fait que ce soit accessible comme ça à l'ensemble des intervenants, ben, le secret professionnel, ils en font quoi? Est-ce que ça irait pas nous empêcher peut-être d'aller nous confier réellement aux professionnels quand on va aller les rencontrer, tu sais, en sachant que tout le monde peut avoir accès à nos informations comme ça? Euh, Puis aussi, ce qui me fait un peu peur, c'est par exemple des employeurs ou des assureurs ou bon, peu importe, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à eux autres aient accès à nos dossiers? Et après ça, ben, il pourrait y avoir de la discrimination. Tu sais, par exemple, une personne en situation de handicap ou peu importe, tu sais. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Oui, donc au niveau de la prochaine danse, en 2020, le gouvernement a adopté la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. Dans le fond, c'était un bon début, mais dans le fond, les personnes proches aidantes ils vivent des situations préoccupantes de pauvreté et leurs besoins ne sont pas suffisamment pris en compte. Le PL15 propose une modification du mode de sélection des membres chercheurs du comité de partenaires concernés par le soutien des personnes proches aidantes et de l'Observatoire québécois de la proche aidance. Donc, on enlève encore de la réelle représentation des besoins des personnes. La loi actuelle prévoit qu'il y a deux membres chercheurs qui sont nommés après consultation de la table de coordination nationale des réseaux universitaires, des deux qui siègent au comité de partenaires et quatre à l'Observatoire québécois de la prochaine aidance. Cette disposition garantit la présence de chercheurs au sein du comité. Cependant, le PL15, lui, remplacerait la nomination après consultation par un processus d'appel de candidature auprès des centres hospitaliers universitaires et des instituts universitaires de Santé Québec. Cette nouvelle approche susciterait des préoccupations quant à la possibilité d'une exclusion, en fait, des chercheurs dans la prise de décision. On voit aussi que le nom Santé Québec, ça exclut les termes services sociaux, donc on s'en dit long. Les réformes précédentes ont centré le tout sur les hôpitaux et le PL15 centralise encore plus. Cette centralisation et le fait que ce soit géré comme une entreprise entraîne des procédés, des soins standardisés pour tout le monde. Pourtant, les personnes qui reçoivent de l'aide et de leurs proches ont des besoins spécifiques qui doivent être adaptés à chaque personne. On s'inquiète vraiment, en fait, du bien-être des personnes, que ce soit financier, mental, pour les proches aidants. Une décentralisation des hôpitaux pour aller vers les services de première ligne et de soins à domicile serait vraiment plus appropriée et moins coûteuse. Donc, c'est ça, des craintes, ben, vous l'avez vu, on en a plusieurs. Donc, le côté de transparence pour les données, hein, ils ne seront plus là. Euh, Puis tout va être reconnu par Santé Québec. Puis c'est sans compter vraiment tout ce qu'on a nommé, la fracture numérique, bon, etc. Tout ça, c'est vraiment épeurant. Ce qui nous amène à la conclusion. Donc, justement, avec tout ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de présenter, les enjeux soulevés, les craintes, tout ça, on comprend pas pourquoi le gouvernement va quand même de l'avant avec cette réforme-là. Alors que, comme on l'a dit, on voit qu'avec les fusions précédentes, ça n'a pas permis d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services dans notre système de santé et de services sociaux québécois. Fait que pourquoi là, une plus grosse fusion encore permettrait d'améliorer? Même qu'on voit aussi la comparaison avec l'Alberta, qui avait créé une telle agence de santé dans sa province en 2008 et qui, en 2023, aujourd'hui même, constate l'échec de cette fusion-là. Fait que, tu sais, on trouve ça paradoxal qu'à la même époque, au Québec, on veut aller de l'avant avec une fusion d'une grande agence, alors que nos voisins de l'Alberta, eux, constatent l'échec
à la même époque. Fait qu'ici, on voit un petit tableau comparatif de l'évolution des différentes fusions, tant au Québec qu'en Alberta. Puis, tu sais, on voit justement le nombre d'établissements là, qui fusionnent de plus en plus à chaque réforme. Puis, même si on compare, tu sais, on voit qu'il y a encore plus d'établissements au Québec qui fusionnent. En tout cas, je trouvais ça intéressant là, comme tableau, mais c'est ça, on comprend pas la logique du gouvernement d'aller de l'avant avec ça. Et pour conclure, à ce niveau-là, dans le fond, en résumé, là, tout ce on vous a présenté, là, faut garder en tête que finalement, le PL15 et toute cette grande réforme-là, ben, c'est pour tendre vers un employeur unique. Retour à des gestionnaires de proximité. Il va y avoir des obligations pour les médecins spécialistes, la fin des conseils d'administration. Donc, au total, là, c'est l'abolition de 34 conseil d'administration et une perte de représentativité citoyenne et moins de comités des usagers.